Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 3 conseils pour choisir de manière stratégique votre prochaine lecture en latin ou en grec. Pourquoi adopter une stratégie pour choisir ses lectures en latin ou en grec? Parce que la meilleure manière de se décourager dans l'apprentissage de ces langues, c'est de lire des textes trop difficiles. D'où la nécessité de choisir ses lectures de manière un peu stratégique. Premier conseil, si vous n'êtes pas très avancé, le mieux, ça va être de lire des textes qui vont être réputés pour leur facilité. De lire, par exemple, des textes qui ont été conçus de nos jours pour des étudiants. En latin, je pense notamment, bien sûr, à la méthode Horberg, qui commence par une phrase que tout le monde peut saisir, me semble-t-il, Roma in Italia est. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous lancer dans les 5 premiers chapitres de la méthode Horberg, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à mon programme. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit qui vous permettra donc de vous lancer en latin, même si vous êtes totalement débutant, et surtout de vous lancer dans le latin par la lecture. Je vous apporte au fur et à mesure de cette lecture tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire et de vocabulaire pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous trouverez un lien pour le faire dans la description de cette vidéo. Donc on a la méthode Horberg, mais on a aussi les Fabulae Surae, ce sont des histoires mythologiques qui sont écrites exprès pour les étudiants de la méthode Horberg. On peut les lire parallèlement justement à la méthode Horberg à partir du chapitre 26. Et puis, toujours côté latin, on peut penser au livre Adalpes qui raconte l'histoire d'une famille en voyage. Et côté grec, on peut penser bien sûr à Athénadze, mais également, pourquoi pas, au livre Alexandros to Hellenikon Paidion, donc Alexandre l'enfant grec, qui est aussi un livre spécialement conçu pour les débutants. Donc on peut lire des textes conçus pour des débutants, et puis si on veut aller vers des textes authentiques, il y a aussi autre chose, il y a des textes qui ont été écrits jadis pour être compris par le plus grand nombre. Et là, je pense notamment dans le cadre chrétien à tout ce qui est de l'ordre du sermon, de l'homélie. Ce sont des textes qui ont été écrits justement pour s'adresser non pas à une élite intellectuelle, mais au peuple. Et donc, il fallait que tout le monde puisse comprendre, d'où la relative simplicité de ces textes. Le plus simple, pour bien choisir vos textes, ça va être de vous appuyer sur ce que vous connaissez déjà. Et ça va être mon deuxième conseil. Pourquoi pas, si un auteur vous est déjà bien connu, pourquoi pas ne pas lire un autre livre du même auteur? Vous aurez un avantage incomparable. Le style vous sera déjà connu, le vocabulaire qu'il emploie, les tours de phrases, la vision du monde, ses opinions, etc., etc. Quand on aborde un nouvel auteur, il y a toujours un moment plus difficile où il nous faut nous adapter au style de cet auteur, à sa tournure d'esprit, à sa vision du monde, à son vocabulaire, etc., etc. Si vous restez sur le même auteur, vous supprimez ce temps de digestion, ce temps de rodage un peu plus difficile et vous entrez de plein pied dans la lecture. Donc pourquoi s'en priver? Moi, je me souviens, il y a 2, 3 ans de ça, pendant des mois et des mois, j'ai lu du Sénèque, parce que Sénèque, j'aimais bien sa manière de nous conseiller sur notre vie, j'aimais bien ses petites phrases. Vous savez, il a souvent des petites phrases comme ça qui sont des sentences, qui sont assez percutantes. J'aimais beaucoup ça et j'en ai lu vraiment énormément. Je finissais un livre de Sénèque, j'en entamais un autre. Côté grec, j'ai fait la même chose avec Saint Jean Chrysostome. J'en ai énormément lu parce que ça me plaisait. Je trouve qu'il a un style à la fois simple à comprendre et en même temps très éloquent. Donc ça me plaisait bien et j'en ai énormément lu et je n'en suis pas d'ailleurs tout à fait sorti. Le texte que je vous ai mis en arrière-plan est un texte de Saint Jean Chrysostome. C'est son traité du sacerdoce qu'il adresse à son ami Basile, Basile de Césarée. Il faut savoir que Saint Jean Chrysostome et Basile de Césarée étaient amis au point de rentrer en même temps dans les ordres. Ils s'encourageaient l'un l'autre. Et il se trouve que Saint Jean Chrysostome a d'une certaine manière trahi Basile puisqu'il l'a poussé vers l'épiscopat, il l'a poussé à devenir évêque et lui-même s'est défilé.
Il n'est pas devenu évêque dans un premier temps, même s'il est devenu plus tard. Et donc, Basile a été vexé comme un pou. Basile s'est senti trahi. Et le traité du sacerdoce, c'est la tentative de la part de Saint Jean Chrysostome de se justifier vaille que vaille de l'attitude qu'il a eue justement à ce moment-là vis-à-vis de Basile. Donc surtout, si un auteur vous plaît, ne vous gênez pas, continuez avec lui, vous aurez toute votre vie pour découvrir les autres, mais surtout, conservez ce qui marche. Quand une formule marche, il faut la conserver, croyez-moi. Dernière stratégie, vous pouvez choisir de lire un livre dont vous connaissez déjà l'histoire. Par exemple, si vous êtes intéressé par la littérature chrétienne, il y a des chances pour que vous connaissiez bien la Bible. Pourquoi ne pas commencer par lire la Bible, soit en latin, soit en grec, selon la langue que vous apprenez? Pourquoi ne pas vous lancer dans des homélies ou des sermons sur la Bible? Pourquoi ne pas vous lancer dans des commentaires bibliques si c'est vraiment cela, évidemment, qui vous intéresse? Mais ça peut être une bonne stratégie parce que souvent, si vous êtes intéressé par la Bible, vous connaissez déjà ces histoires, en fait. Vous connaissez déjà tout ce qui est raconté, tout ce qui est dit, et donc vous aurez un avantage pour lire des commentaires sur la Bible, pour lire des homélies, des sermons, que sais-je, sur la Bible. On peut faire la même chose avec des textes récents qui ont été traduits en latin ou en grec. Je pense par exemple au Petit Prince. Le Petit Prince de Saint-Exupéry a été traduit en latin, ça s'appelle Regulus. Il a également été traduit en grec, ça s'appelle donc To Basileidion. Pourquoi pas aller vers ce type de lecture? Je suis sûr que Le Petit Prince, vous connaissez déjà à peu près l'histoire, donc ça peut être simple pour vous de lire justement ces traductions en latin ou en grec. C'est vraiment une stratégie à laquelle je recours régulièrement, de lire un livre dont je connais déjà l'histoire. En fait, j'ai tendance à préparer les lectures plus difficiles par des lectures plus faciles. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai voulu lire du Virgile et je n'ai pas abordé directement Virgile. Je me suis dit, je vais d'abord me familiariser avec le style virgilien en prenant des textes qui parlent de choses que je connais. Dans le cas de Virgile, c'est facile parce que vous avez énormément d'auteurs tardifs, de poètes tardifs qui ont écrit sur la Bible en style virgilien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'histoire spirituelle d'Avit de Vienne, qui est quelqu'un qui écrit vers la fin du 5e siècle, si je ne me trompe pas. Et l'histoire spirituelle d'Avit de Vienne, ça raconte la Genèse, les épisodes de la Genèse, donc la création, le déluge, etc., etc. Ce sont des histoires qui me sont bien connues, et tout ça en style virgilien. Donc je me suis dit, comme ça, c'est une histoire que je comprends. Mine de rien, petit à petit, j'ingurgite du style virgilien, et je serai plus à même ensuite de pouvoir m'attaquer aux œuvres de Virgile. Et puis j'ai enchaîné, toujours sur cette lancée, avec De Partu Virginis de Jacopo Sanazzaro, qui est un auteur de la Renaissance, donc qui a traité une partie donc de la vie de la Sainte Vierge. Et ensuite, j'ai enchaîné avec La Christiade de Marco Girolamo Vida, qui est lui aussi un auteur de la Renaissance, qui traite donc de la vie du Christ qu'on trouve dans les évangiles. Pour ces trois œuvres que je viens de vous mentionner, en plus, vous en trouvez un livre audio gratuit sur YouTube, sur la chaîne donc Studia Latinitatis. Et ça m'a permis ensuite, dans la foulée, d'enchaîner avec de larges extraits de l'Énéide ainsi que les bucoliques. C'est une stratégie à laquelle je recours toujours. J'ai pour projet de lire l'Alexandréide de Gauthier de Châtillon, qui se trouve d'ailleurs en livre audio sur la même chaîne. C'est une chaîne que j'aime bien, vous l'aurez compris. Et je me dis, voilà, peut-être que lire un poème sur la vie d'Alexandre, c'est un peu compliqué pour moi maintenant. Ce que je peux faire, en revanche, c'est me renseigner sur les sources de Gauthier de Châtillon. Et effectivement, Gauthier de Châtillon, c'est quelqu'un qui écrit la vie d'Alexandre le Grand à partir de Quinte Curse. Donc, devinez ce que j'ai fait. Je me suis penché sur la vie d'Alexandre le Grand qu'a écrite Quinte Curse, et je suis actuellement dans cette lecture qui est d'ailleurs absolument passionnante. La vie d'Alexandre le Grand par Quinte Curse, c'était pour moi une lecture intermédiaire en vue de lire l'Alexandréide de Gauthier de Châtillon. En fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment un texte qui valait le coup d'être lu pour lui-même. C'est-à-dire qu'Alexandre le Grand, c'est quelqu'un qui a eu une vie absolument fabuleuse. C'était à la fois un très grand stratège
à la fois quelqu'un qui avait sa fierté, donc qui pouvait être parfois très imprudent sur le plan militaire. Il refusait par moments de recourir à la ruse. Il s'est mis dans des situations extrêmement risquées, mais en même temps, comme il avait une chance absolument dingue, il s'en est toujours sorti. Je pense notamment à son affrontement avec Darius, où il était nettement en infériorité numérique. Ses généraux lui disent ça serait peut-être bien là d'avoir recours à des stratégies un peu indirectes, de ruser. Lui refuse justement parce qu'il a sa fierté, il veut gagner à la loyale. Et en fait, il va avoir une chance absolument folle qui va lui permettre de remporter cette bataille. Je pense à un autre épisode qui est le siège de Tyr. Alors Tyr, c'est très compliqué à prendre. Tyr, c'est une ville qui se trouve en pleine mer, qui se trouve au large du continent. Donc le projet d'Alexandre le Grand, ça n'est ni plus ni moins que de combler le bras de mer entre Tyr et le continent, rien que ça. Et ça va être très compliqué parce qu'il y a une tempête qui va emporter le remblai qu'il a commencé à faire. Il va vraiment être à deux doigts de se décourager. Et puis finalement, la chance va enfin lui sourire. Je vous laisse découvrir ça. Voilà donc trois conseils pour choisir de manière stratégique votre prochaine lecture en latin ou en grec. Vous pouvez choisir des textes qui sont réputés pour leur facilité. Vous pouvez également lire un auteur que vous connaissez déjà bien. Et enfin, vous pouvez lire un livre qui traite d'un sujet ou d'une histoire que vous connaissez déjà par ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a plu et surtout j'espère qu'elle vous rendra service. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire si vous choisissez vos lectures au hasard ou si vous recourez à ce type de stratégie justement pour essayer d'avoir des lectures qui soient adaptées à votre niveau, à là où vous en êtes. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils.